Lundi 22 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Parlons tout de suite économie pour commencer. La valeur des marchandises importées par Madagascar pour le mois de mars est supérieure à 1000 milliards d'ariars selon le dernier rapport publié par la douane. Le poids de ces marchandises est de 471,5 tonnes. Durant ces 3 derniers mois, le volume des importations ne cesse de diminuer. Détail dans ce reportage. 1413,1 milliards d'ariars, c'est la valeur des marchandises importées par Madagascar pour le mois de mars, selon le rapport publié par la douane. Pour ce mois de mars, la grande partie de ces importations concerne l'énergie. Une importation qui équivaut à 365,2 milliards d'ariars. Elle est suivie des autres biens, 329,2 milliards d'ariars. En troisième place, les matières premières, 300,1 milliards d'ariars. En quatrième place, l'équipement, 254,7 milliards d'ariars. Et en cinquième place, l'alimentation, 163,9 milliards d'ariars. Si l'on compare ces données à ceux du mois de février 2024, on constate que le volume des importations a nettement diminué, mis à part l'importation d'énergie qui est en hausse de 41,6 milliards d'ariars. Les importations de panneaux solaires, de groupes électrogènes et de nos besoins en carburant en est la cause. D'autre part, toujours par rapport aux importations du mois de février, l'importation de matières premières a baissé de 113,1 milliards d'ariars et de 134,4 milliards d'ariars pour l'alimentation. Les efforts du gouvernement pour la promotion de la production locale et la transformation des produits locaux en sont les principales raisons. Concernant les pays d'où nous importons des marchandises, le Moyen-Orient occupe la première place avec 422,1 milliards d'ariars. La Grande Chine, Taïwan, Hong Kong, Macao, avec 299,3 milliards d'ariars, occupe la deuxième place. En troisième place, l'Union européenne, avec 270,8 milliards d'ariars. En quatrième place, la SADC, 128,5 milliards d'ariars. En cinquième position, l'Inde et le Pakistan, 125,7 milliards d'ariars. En sixième position, les autres pays, avec 71,6 milliards d'ariars. En septième position, la CUML, USMCA, États-Unis, Mexique et Canada, 40,2 milliards d'ariars. En huitième place, l'ASEAN, Union des pays regroupant en Asie de l'Est, 28,7 milliards d'ariars. Et à la dernière place, le Japon et la Corée, 26,3 milliards d'ariars. La valeur des marchandises exportées est de 4 530,9 milliards d'ariars, soit 997,7 milliards de dollars pour les 3 premiers mois de l'année 2024. Par ailleurs, la recette douanière pour cette même période est de 797,3 milliards d'ariars. Dans un tout autre sujet, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a profité de la tournée dans la région d'Atsinanen pour superviser la mise en œuvre de la politique du ministère au sein des entreprises privées, notamment l'effectivité du salaire minimum. À cet effet, elle a visité une entreprise d'un centre d'appel, Ubniena Rasamanan. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et la délégation qu'elle dirigeait ont profité de la tournée dans la région Est pour superviser la mise en œuvre du salaire minimum déterminé par les 3 parties cette année, entreprises, travailleurs et État. La ministre de tutelle s'est montrée ferme sur le respect des droits fondamentaux des travailleurs afin d'atteindre l'objectif du travail décent fixé par le gouvernement. Afin de réaliser de manière rapide et à long terme la promotion des ressources humaines dans différents domaines, la ministre Ancharazaka Bone a visité le 19 avril dernier une entreprise de centre d'appel ou call center qui emploie des centaines de personnes à Tuamasin, accompagnée de hauts responsables du ministère. Outre le suivi de l'application du décret gouvernemental 2024-794 définissant le salaire minimum,
L'objectif de la visite était d'accorder de l'importance au dialogue social entre les travailleurs, les employeurs et le ministère de tutelle. Il a été souligné lors de la négociation des trois parties la contribution que chacune devrait apporter à l'amélioration de l'environnement de travail en général. L'un d'entre eux est la mise en place d'une protection sociale décente pour les travailleurs. On a appris lors de cette visite que les employés de cette entreprise suivent des formations de renforcement de compétences. Preuve que les travailleurs et les employeurs de cette entreprise sont solidaires pour améliorer l'environnement du travail. D'autre part, le ministère de tutelle est prêt à garantir le respect des lois qui régissent le monde du travail. En politique, la passation entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, candidat de l'IRMAR aux élections législatives pour le district d'Ampani, et le ministre par intérim a eu lieu aujourd'hui à Fiadanan. Dans son discours, le ministre par intérim a annoncé qu'il poursuivra les efforts déployés pour rehausser le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la politique générale de l'État. Le ministre par intérim a donc demandé la collaboration des employés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage de Miarvulatfiren et Bras de Nilsson. Le ministre Adjamanaten Razafiarsan a dirigé le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pendant 92 jours. L'une des activités marquantes de cette période a été la mise en œuvre du défi des 100 jours visant à créer une université régionale, à établir la paix sociale, à combiner la recherche et le développement scientifique et à sensibiliser les étudiants contre les grossesses indésirables. De nombreux défis restent encore à relever. Le ministre par intérim de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Fidunavra Vukac, poursuivra les efforts déployés par son prédécesseur. Il a indiqué que l'implantation du monde de la recherche scientifique à Madagascar sera une priorité conformément à la politique générale de l'État. Il a donc fait appel à la coopération des employés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour y parvenir. Le ministre par intérim n'est pas nouveau dans ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En plus d'être docteur ingénieur en mines, le ministre Vukac Fidiniav possède l'habilité à diriger les recherches HDR et est enseignant-chercheur permanent HDR à l'université de Soavnadjinaitas et à l'université d'Antananarivo. Il occupera donc temporairement le poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en remplacement du ministre Adjamanaten Razafiarsan qui se présentera aux législatives sous les couleurs de la plateforme IRMAR dans le district d'Ampani. Et toujours dans ce contexte, l'éducation améliorera l'avenir des enfants. Pour cette raison, les candidats de l'IRMAR du 1er arrondissement ont apporté de l'aide pour l'orphelinat d'Andutapenak samedi dernier. C'est Sylvain Sech-Anjanab. La centaine d'enfants, pris en charge par le centre Souakant d'Andutapenak, sont des enfants déscolarisés qui ont mendié et erré. Dans ce centre, ils sont éduqués et nourris. Le centre n'a pas de rentrée d'argent fixe et s'autofinance, explique Esmeralda, la directrice. Travailler pour améliorer l'avenir des enfants défavorisés et également pour favoriser le développement de la vie familiale à Andutapenak est la première tâche réalisée par ce centre. Il mérite donc d'être soutenu, affirme la candidate deuxième liste de l'IRMAR dans le 1er arrondissement. Lors de la visite de ce centre, elle a apporté de l'aide et a examiné les réformes pour améliorer la prise en charge des enfants dans le besoin. La candidate deuxième liste, Taïna Zafmaev, a poursuivi sa tournée dans les rues d'Andutapenak et a écouté les mots des habitants. Elle a également visité quelques maisons et reçu la bénédiction des habitants du 1er arrondissement. Et dans le domaine de l'éducation, il est important de redresser l'éducation à la base après les séquelles laissées par les nombreuses crises. Pour cette raison, la semaine de l'éducation, célébrée du 22 au 26 avril, sera consacrée à rehausser les valeurs de l'éducation à Madagascar. Félana Rakoutoir-Soul pour plus de détails. Le développement de la technologie est une opportunité,
mais il peut aussi être un obstacle pour l'enseignement et l'éducation. L'utilisation des nouvelles technologies est un complément à l'enseignement des éducateurs, mais elle ne remplace pas les cours dispensés selon les explications. Le niveau de l'enseignement est faible et le manque de maîtrise des élèves dans l'utilisation de la technologie et du monde numérique abaisse le niveau de leurs compétences. Il est donc nécessaire de réévaluer le niveau des enseignants et l'importance de l'éducation à Madagascar, toujours selon les explications. Une importance particulière sera accordée cette année à la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation qui se déroule du 22 au 26 avril. En social, les habitants du quartier d'Atsimbouich à Tsarasoch-Sovmaswanj s'inquiètent face aux rumeurs selon lesquelles des personnes voudraient remblayer le canal d'évacuation situé à Ivanj, Sovmaswanj et à Larbi. En effet, si cela était, cela risque d'entraîner une inondation. Ces habitants qui ont exploité ce terrain demandent également qu'on leur donne un titre foncier. Jean-Claude Ndjamalal. Un grand canal d'évacuation situé entre Tsarasoch et le quartier d'Atsimbouich à Sovmaswanj préoccupe actuellement les habitants. Selon eux, d'après des bruits de couloir, une personne souhaiterait remblayer ce canal qui joue pourtant un rôle majeur pour empêcher l'inondation pendant les périodes de pluie. En effet, les eaux d'Ivanj, Sovmaswanj et Alarbi y sont évacuées, précise Rakutsanj Nipatrice, un habitant d'Atsimbouich. Selon toujours les explications, il existe déjà un décret gouvernemental interdisant le remblai des plaines d'Antananarivo et ce canal de Tsarasoch en fait partie. Par la même occasion, les habitants d'Atsimbouich et Tsarasoch ont également demandé un titre foncier car ils ont mis en valeur ce terrain depuis plusieurs années. En sport, le nombre des infrastructures sportives dans la capitale ne cesse de s'accroître. L'État et la commune urbaine d'Antananarivo collaborent étroitement avec le secteur privé pour la promotion du sport. De ce fait, une nouvelle infrastructure dédiée au padel a été inaugurée vendredi dernier au Marais Masai Anjan Befaf. Natera Koutmav sur les images de Nzar Ranjansu. Des entrepreneurs malagasy qui s'entraident, qui se donnent la main pour des intérêts communs, tel est l'objectif à travers la construction de ce nouveau terrain synthétique dédié au padel. C'est l'entreprise Terrain Synthétique qui l'a construit. Cette dernière possède déjà des terrains synthétiques dans le but de promouvoir le sport, surtout le football, dans toute la capitale et ses environs. Selon Eraso Marmak, ce terrain aidera les jeunes à découvrir le padel. Il a toutefois précisé que l'idée de cette infrastructure date de 2009 et plusieurs entrepreneurs ont fait appel à lui pour redonner vie à ce bâtiment qu'ils ont transformé. La construction de telles infrastructures a besoin de l'appui de l'État. Ainsi, ce dernier encourage le secteur privé à toujours œuvrer pour la mise en place d'installations sportives. Ce terrain de padel étoffe le nombre de ceux qui existent déjà dans la capitale selon le PDS. Outre le sport, c'est aussi un lieu où l'on peut se divertir et se restaurer. L'inauguration de ce lieu s'est tenue vendredi dernier. Enchaînons à présent par les actualités internationales. Les habitants de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ont exhumé un charnier dans la cour d'un hôpital. Ils accusent l'armée israélienne d'avoir à la hâte des Gazaouis dans une fosse commune. France 24. Aidés de pelles et d'une excavatrice, ces Gazaouis exhument des corps, les uns après les autres. Ils étaient enterrés dans une fosse située dans la cour d'un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon les Palestiniens, l'armée israélienne serait responsable de ce charnier. Nos équipes se sont rendues sur place et ont essayé de localiser le lieu de sépulture des martyrs à l'aide d'outils simples. Nous avons constaté que l'occupation avait creusé une fosse commune. Selon les informations reçues, la fosse commune contient des centaines de martyrs. Israël indique vérifier ces affirmations. Un siège puis un assaut avaient été conduits sur cet hôpital par les soldats israéliens. Ils s'étaient finalement retirés le 7 avril. De leur côté, les civils guettent désespérément chaque corps trouvé. Mon mari a disparu depuis environ 1 mois. Nous le recherchons. Il n'avait pas l'habitude d'aller dans beaucoup d'endroits. Il ne sortait que pour nous apporter de la nourriture et de l'eau. Scène macabre également dans un autre hôpital de la bande de Gaza, à Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Des Gazaouis pleurent leurs proches tués dans la nuit de samedi à dimanche dans un raid israélien. Ces enfants dormaient. Qu'ont-ils fait? Quelle est leur faute? Il y avait seulement des femmes enceintes et des enfants qui dorment.
Plus de 20 Palestiniens ont été tués dans l'attaque. Israël mène des raids quasi quotidiens sur Rafah, ville où est réfugiée la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave. Selon le Premier ministre israélien, c'est le dernier bastion du Hamas. Depuis des mois, il se dit déterminé à lancer une offensive terrestre. Nouvelle déclaration en ce sens ce dimanche. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire. Un assaut que des hauts représentants américains voient d'un mauvais œil. Depuis des mois, ils expriment leurs préoccupations à leurs alliés israéliens. Et une vaste opération de recherche et d'inspection a été lancée pour retrouver les auteurs de tirs de roquettes lancés depuis l'Irak ce dimanche, qui ont ciblé une base de coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. Cette attaque d'envergure intervient après plusieurs semaines de répit. France 24. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait eu au moins 5 missiles tirés depuis une ville frontalière entre l'Irak et la Syrie, que ces missiles étaient tirés donc en direction d'une base qui abrite des forces américaines. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la responsabilité derrière cette attaque serait celle de la résistance islamique en Irak, cette nébuleuse de groupes armés irakiens proches de l'Iran qui ont mené de nombreuses attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie pendant plusieurs mois, mais qui avaient suspendu leur activité depuis le mois de février. Cependant, il y a eu un démenti sur une quelconque revendication de cette attaque. Donc pour l'heure, on ne sait pas exactement qui se trouve derrière ces tirs de missiles. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les forces de sécurité irakiennes se sont rendues sur les lieux d'où ont été tirés ces missiles et elles ont affirmé avoir détruit les rampes de lancement qui avaient été utilisées pour tirer ces missiles donc en direction de la Syrie et qu'une enquête est en cours pour tenter de retrouver les personnes qui ont tiré ces missiles. C'est une visite qui est très importante pour l'Irak, notamment sur un dossier qui est fondamental, c'est la question de l'eau. Hier, le porte-parole du gouvernement irakien était très enthousiaste en annonçant que ce serait une surprise pour la population irakienne qu'un accord devrait être signé sur la répartition des eaux du Tigre, notamment car chaque année en Irak, le pays subit des grandes sécheresses très graves, notamment dans l'été qui arrive avec les fortes chaleurs. Et l'une de ces raisons, c'est que de nombreux barrages turcs sont installés en amont du fleuve. Donc il devrait y avoir un accord, mais on connaîtra les détails de cet accord qu'un peu plus tard dans la journée. Un autre dossier très important, et notamment du point de vue turc, c'est le dossier sécuritaire. La Turquie menace de mener une opération terrestre contre les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est une organisation considérée comme terroriste par Ankara et qui a été mi-mars bannie par Bagdad, mais qui ne l'avait pas reconnu directement comme une organisation terroriste. Donc il va y avoir des discussions sur la gestion des enjeux sécuritaires entre les deux pays. Le porte-parole du gouvernement irakien expliquait hier qu'un accord pourrait être trouvé, un accord qui ressemblerait à un accord qui a été passé avec l'Iran il y a encore quelques mois concernant les groupes d'opposition et pour lequel Bagdad s'engageait à les éloigner de la frontière et à les désarmer. Donc on verra si cet accord se fait réellement selon ces termes-là. D'autres gros dossiers sont ceux du pétrole, notamment la question du pétrole du nord irakien. Les exportations de pétrole sont interrompues depuis un an entre les champs pétroliers de Kirkouk jusqu'en Turquie. Et il va falloir voir si ces exportations reprennent et selon quels termes. Notamment, cette question intéresse beaucoup le Kurdistan irakien qui espère pouvoir reprendre certaines exportations aussi. Le dernier gros dossier, c'est la route du développement. C'est ce grand projet routier et ferroviaire qui devrait relier le sud de l'Irak et donc le golfe arabo-persique à la Turquie. Bagdad espère qu'un accord quadripartite entre la Turquie, l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis sera signé afin de mettre ce projet en place. Ce projet est important en Irak parce qu'il inscrirait le pays sur les nouvelles routes de la soie. Et pour terminer, à l'occasion d'un grand rassemblement dimanche dans la ville de Rio de Janeiro, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, dont les sympathisants sont accusés par un juge de la Cour suprême de propager des fake news sur X,
a estimé que le magnat Elon Musk préserve la liberté d'expression en dénonçant la censure du pouvoir judiciaire et a appelé ses partisans à se battre pour défendre ce droit. France 24. C'est une marée jaune et verte qui a envahi la plage de Copacabana ce dimanche. C'est l'uniforme des sympathisants de Jair Bolsonaro qui sont venus en masse défendre leur ancien président accusé de tentative de coup d'État le 8 janvier 2023. Mais pas seulement, ils viennent défendre la liberté d'expression. Dans leur ligne de mire, un juge, Alexandre de Moraes, de la Cour suprême, qui a menacé il y a quelques jours de fermer la plateforme X détenue par Elon Musk pour propagation de fake news sur des comptes de sympathisants de Jair Bolsonaro. Nous sommes ici pour défendre la liberté qui est en danger dans notre pays. Nous sommes ici pour défendre nos droits et notre liberté. Aujourd'hui, notre pays est entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui pour sauver cette nation. On est le pays le plus corrompu au monde. Vous avez vu, Lula est allé en prison, des juges aussi. Et maintenant, ce sont eux qui commandent le pays. On ne veut pas de dictature dans notre pays. Nous voulons la liberté. Reviens, Bolsonaro. Une nouvelle démonstration de force pour Jair Bolsonaro et ses sympathisants qui espèrent dépasser le record obtenu il y a 2 mois lors du dernier rassemblement à São Paulo où plus de 750 000 personnes étaient présentes. Même inéligible pour 8 ans, Jair Bolsonaro entend prouver au Brésil et surtout à Lula qu'il reste un adversaire de taille. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Natera Koutoumaf sera avec vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.